Bonjour à tous, Glenn Deason ici, et je suis rejoint aujourd'hui par Alexander Mercouris et le professeur John Mearsheimer. Donc, bienvenue à vous deux. Il semble y avoir un effondrement militaire. Le plan de victoire de Zelensky semble avoir été abattu par les pays de l'OTAN, et les pays de l'OTAN eux-mêmes semblent reconnaître que la guerre est perdue. Au moins, il y a maintenant des changements sur le front diplomatique, en vue d'un accord de paix. Peut-être pas un bon. Les États-Unis semblent également se retirer de la guerre en transférant une partie de la responsabilité aux Européens. Et peut-être ont-ils atteint le bout de l'échelle de l'escalade, au lieu d'attaquer directement la Russie comme alternative. Donc, en conséquence, je pense que oui, il est possible que Zelensky semble se désagréger, et je suppose qu'il doit soit escalader de manière radicale, soit commencer à parler à Moscou. Alors je me suis... Je pense qu'il se passe sur le champ de bataille ces jours-ci et vers où nous nous dirigeons. Je pense que le champ de bataille évolue exactement comme nous l'avions tous anticipé, dans le sens où l'Ukraine se bat toujours, elle tient toujours. Elle est encore capable de se défendre. Mais chaque jour qui passe, sa capacité à le faire diminue. Nous avons donc maintenant des batailles majeures en cours dans le sud du Donbass, où les Russes sont en train de capturer toutes sortes de villes importantes. Les Russes sont entrés dans ces deux villes au cours des derniers jours. Ils sont sur le point d'assiéger un endroit appelé Pokrovsk, dans le centre de l'Ukraine, dans la région où se trouvent des lieux comme Toretsk, Chassiv Yar, d'autres endroits fortifiés. Encore une fois, les Russes perçant progressivement. Et je pense que la plupart des gens acceptent maintenant que l'offensive de Kharkiv a échoué de manière catastrophique, que les forces ukrainiennes là-bas sont également en train de s'épuiser. On a le sentiment chaque jour, et il y a eu un article très intéressant d'ailleurs, hier dans le Daily Telegraph, sur le fait que même les soldats ukrainiens commencent maintenant à se démoraliser. Même les soldats ukrainiens les plus féroces et déterminés se démoralisent. Je pense qu'il y a un sentiment général à travers les lignes de front que oui, les combats continuent, mais nous arrivons en quelque sorte à la fin de cette période de la guerre, cette très longue période de guerre de siège essentiellement statique, que le poids de la puissance russe devient maintenant tout simplement trop fort et que les Ukrainiens ne peuvent plus tenir de la manière dont ils l'ont fait pendant beaucoup plus longtemps. Je vais juste ajouter rapidement, comme vous m'avez invité en premier, je pense que tout le monde maintenant, les Américains, les Européens, les Ukrainiens eux-mêmes, reconnaissent que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Même The Economist, il y a quelques semaines, a dit que l'Ukraine perd la guerre. Mais je ne partage aucun optimisme quant à une solution diplomatique ou une négociation. À divers moments au cours des dernières semaines, j'ai voulu croire que quelque chose de ce genre pourrait être sur le point de se produire. Mais je n'ai pas vraiment l'impression que quelque chose de ce genre soit à l'horizon. Je pense que les Américains ne sont pas intéressés à négocier avec Poutine et les Russes. Je pense qu'ils préféreraient que la guerre continue, même si les Russes finissent par gagner. De leur point de vue, c'est bien. Ils peuvent s'en aller, mais ils ont déjà beaucoup gagné de la guerre. Ils ont rompu les relations entre l'Europe et la Russie. Je ne pense pas que les Américains recherchent une solution diplomatique. Je ne pense pas, de manière critique, que les Ukrainiens eux-mêmes en recherchent une. Je trouve toute l'histoire autour du plan de victoire de Zelensky très déprimante. Remarquez qu'il n'y a pas de voix en Ukraine, à ma connaissance, demandant une solution négociée ou diplomatique. Aucune. Et en Europe, je ne pense pas que nous soyons capables de nous organiser du tout. Donc la question est, les Russes vont gagner, sans je pense que les Russes aient pour le moment élaboré un quelconque plan sur ce qu'ils vont faire de cette victoire. Je veux dire, c'est l'autre chose. Je ne pense pas qu'ils aient déterminé ce que signifie exactement la victoire pour eux, où ils vont tracer les frontières, ce qu'ils vont demander à l'Ukraine ou ce qu'il reste de l'Ukraine. Donc je pense que tout est très incertain en ce moment, à tous égards, sauf un, qui est que les Russes gagnent la guerre. Et ce conflit gelé va être une mauvaise nouvelle car il va signifier des relations perpétuellement empoisonnées entre la Russie et l'Ukraine, et entre la Russie et l'Occident. Étant donné qu'il existe toutes sortes de points de tension potentiels en Europe de l'Est, dans l'Arctique, la mer Baltique, Kaliningrad, la Biélorussie, la Moldavie et la mer Noire, celui-ci pourrait très facilement se transformer à nouveau en guerre chaude. Nous sommes donc vraiment dans une situation chaotique. Il est difficile d'imaginer à quel point nous nous sommes mis dans le pétrin, nous signifiant l'Occident, car je pense que nous sommes principalement responsables de ce désastre. Et encore une fois, je ne vois tout simplement pas de sortie significative. Mais je pense que c'est presque impossible à obtenir. Je veux dire, ce que Poutine exige juste pour entamer les négociations, c'est que l'Ukraine et l'Occident reconnaissent son annexion, ou l'annexion par la Russie, de ces 4 oblasts d'Ukraine, plus la Crimée. De plus, que l'Occident et l'Ukraine s'engagent à ne pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, à créer une Ukraine véritablement neutre. Et je pense que l'Occident et l'Ukraine elle-même ne vont tout simplement pas accepter cela. Je pense aussi, Alexander, que les preuves sont accablantes, que Poutine a le sentiment d'avoir fait confiance à l'Occident par le passé et qu'ils en ont profité. Et il ne va pas refaire cette erreur. Il ne fait pas confiance à l'Occident plus loin qu'il ne peut le jeter, et cela inclut Donald Trump ainsi que Kamala Harris. Il va être dur en affaires. Et d'ailleurs, nous ne parlons pas encore du Moyen-Orient. Je pense que c'est la conclusion à laquelle les Iraniens sont arrivés. Les Iraniens essayent de conclure des accords avec les Américains, et ils comprennent que les États-Unis sont sans équivoque hostiles.
Et vous devez jouer dur avec les Américains. C'est la seule façon de traiter avec les Américains. Et pour revenir au cas russe, je pense que Poutine comprend parfaitement qu'il ne faut faire aucune concession à moins d'obtenir un accord de paix significatif. Et en l'absence d'un accord de paix significatif, vous devez jouer dur. Vous devez être impitoyable avec l'Occident parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Si je peux faire un point rapide, Glenn, en réponse à ce que vous venez de dire. Je pense que du point de vue américain, il est facile de laisser ce conflit se poursuivre et devenir un conflit gelé. En partie parce que les Américains ne meurent pas, premièrement. Deuxièmement, je pense que les Américains croient qu'ils peuvent refiler la responsabilité aux Européens. Je pense que si vous regardez ce qui se passe actuellement, les Américains pensent que les Européens devraient faire le gros du travail vis-à-vis de l'Ukraine, et donc les Européens paieront les factures et soutiendront l'Ukraine, et les États-Unis n'ont pas à en faire autant qu'avant. Donc si vous avez ce calcul en tête, pourquoi pousser un accord de paix? Continuez simplement à saigner les Russes à blanc, ce qui est bien sûr ce que les Américains pensent qu'il se passe. Je pense que c'est juste, importance pour tous les Européens de préserver la paix en Europe, qu'ils auraient toujours su que compte tenu de ce que les Russes ressentent à propos de l'Ukraine et de l'importance en termes de sécurité pour eux de l'Ukraine, les Européens eux-mêmes comprendraient qu'il faut avancer prudemment dans un endroit comme l'Ukraine. Mais ils ne l'ont pas fait. Evers non fait. Et not continue this referendum. Et je ne vois pas vraiment, parmi les forces montantes en Europe, qu'il y ait une quelconque volonté de changement. Je pense qu'il y a autre chose en fait, qui est l'attitude envers Poutine lui-même. Les Européens, les dirigeants européens, certainement en Grande-Bretagne, et je suis sûr que c'est vrai dans une grande partie du reste de l'Europe, ont maintenant développé une sorte de sentiment émotionnel à l'égard de Poutine, une véritable aversion personnelle pour lui, qui obscurcit tout jugement. Ils trouvent impossible de s'asseoir et de négocier avec lui désormais. Que cela change ou non, lorsqu'il finira par quitter la scène et que quelqu'un prendra sa place, je ne sais pas. Mais j'ai entendu cela de la part de personnes au sein du gouvernement britannique. Ils le détestent vraiment. Je veux dire, je ne sais pas dans quelle mesure ils le comprennent. Mais il y a ce sentiment général que vous ne négociez tout simplement pas avec cet homme. Et cela crée d'énormes problèmes. Juste quelques points. Je pense qu'il est très important de comprendre que les Européens ont compris dès le départ que l'expansion de l'OTAN en Ukraine serait désastreuse. Si vous revenez au sommet de l'OTAN d'avril 2008, où la décision initiale a été prise d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, tant Sarkozy que Merkel, qui étaient respectivement les chefs de la France et de l'Allemagne à l'époque, étaient fermement opposés à cela. Il est très important de comprendre cela. Et Merkel a par la suite déclaré qu'elle était opposée à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN parce qu'elle comprenait que Poutine l'interpréterait comme une déclaration de guerre. C'est une déclaration vraiment remarquable. Elle le croyait et a suivi cette voie. Vous vous dites un peu à quoi pensait-elle? Cela m'amène à mon deuxième point. Je crois que la raison pour laquelle les Européens n'agissent pas de manière indépendante, et qu'à ton avis, Alexandre, il semble irrationnel, c'est parce qu'ils sont profondément préoccupés par l'idée d'aliéner les Américains et de voir les Américains quitter l'Europe. Je pense que les Européens, plus que toute autre chose, veulent garder les États-Unis en Europe parce qu'ils croient que les États-Unis servent de pacificateurs. L'OTAN est un formidable instrument pour maintenir la paix en Europe. Et à une époque où la Chine est en plein essor et où les Américains parlent de se tourner vers l'Asie, les Européens s'inquiètent énormément de voir les Américains se détourner de l'Europe. Donc, si les Américains veulent quelque chose, les Européens se plient presque toujours à leurs exigences. Et je pense que cela explique ce qui s'est passé en avril 2008. Et je suis certain que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc les Européens poursuivent en fait ces politiques qui sont en place depuis un certain temps maintenant, ce qui n'est clairement pas dans leur intérêt. Mon dernier point concerne la haine de Poutine. Bien sûr, c'est un phénomène de longue date aux États-Unis. La russophobie ici est tout simplement hors norme. Au centre de cette russophobie se trouve la haine de Poutine, l'assimilant à Adolf Hitler, etc. Je pense qu'il y a une variété de raisons à cela. Si vous voulez savoir ce qui se passe en Europe aujourd'hui, je pense que c'est en grande partie le fait que Poutine les a battus. Le fait est que les Européens se sont engagés dans un conflit avec les Russes. Et Poutine, bien sûr, est le principal responsable en Russie, et il a battu les Européens. Je pense que lorsque cela se produit, les gens deviennent furieux. Et je pense que c'est la réaction que vous voyez en Europe. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué aux États-Unis. Aux États-Unis, cela a beaucoup à voir avec ce qui s'est passé en 2016, où de nombreuses personnes, en particulier dans le Parti démocrate, blâment Poutine pour l'élection de Trump et la défaite d'Hillary Clinton. Mais je ne pense pas que cela s'applique en Europe. Bien que les Américains, je pense, semblent définitivement plus pragmatiques, parce que lorsqu'ils réalisent que la guerre est perdue, au moins ils peuvent s'en aller. Je pense que les Européens se sont trop engagés, et j'apprécie ce que vous avez dit aussi, l'ironie que ce sont les Européens qui ont vu cela venir et ont mis en garde contre cela. Mais une fois qu'ils y sont entrés, je pense qu'il est maintenant trop tard pour se retirer. Et maintenant, c'est effectivement tout ou rien. Parce que si nous gagnons, alors encore une fois, l'Europe sera revitalisée.
Et si nous perdons, c'est l'irrélevance durable de l'Europe. Et je pense aussi qu'il y a une inquiétude concernant le fait que les États-Unis pourraient potentiellement quitter l'Ukraine. Si vous combinez cela avec la manière dont les États-Unis ont agi économiquement, par exemple avec l'Inflation Reduction Act, où ils sont perçus comme cannibalisant les industries européennes, je pense que c'est un peu un choc pour les Européens. Depuis des siècles maintenant, nous avons été le sujet dans les affaires internationales et je pense que nous réalisons lentement que nous sommes maintenant l'objet, que nous ne déplaçons pas les pièces d'échec, mais que nous sommes devenus les pièces d'échec. Je pense que beaucoup aimeraient s'assurer que nous ne continuions pas dans cette direction, ce qui est souvent la raison pour laquelle j'ai cette vision enfantine de ce que sont les alliances. Surtout dans ce pays, en Norvège, ils pensent qu'une alliance signifie que vos intérêts sont identiques, que vous êtes presque comme des amis. C'est assez étrange. Et je pense que c'est aussi le principal problème de l'Europe. Nous ne pouvons vraiment imaginer autre chose que d'être dirigés par les États-Unis, parce que, eh bien, en toute honnêteté, je pense que cela a été bénéfique à bien des égards pour les Européens d'avoir les États-Unis comme pacificateurs. Mais je pense que c'est pourquoi vous voyez le reste du monde. Comment réagissent-ils à la multipolarité croissante? Ils poursuivent tous des politiques étrangères multivecteurs, se connectant à tous les centres de pouvoir. Cela leur offre plus de prospérité économique ou d'opportunités, ce qui se traduit également par une politique étrangère autonome et indépendante. Pendant ce temps, les Européens font exactement le contraire. Ils se retirent sous le parapluie des États-Unis et deviennent moins prospères, plus insignifiants. Et ils font tout cela en mettant tous leurs œufs dans le même panier. En même temps, ils reconnaissent que Trump pourrait gagner et pensent aussi qu'il est le prochain Hitler. Donc rien ne sent la rationalité ici. Aujourd'hui, dans Der Spiegel, Elon Musk est appelé l'ennemi public numéro 2 parce qu'il veut détruire la démocratie libérale puisqu'il soutient Trump. Donc nous voyons tout cela en même temps. Nous pensons que l'Amérique sera prise en charge par Hitler et pourtant, nous ne diversifions pas nos liens. Rien n'a vraiment de sens ici. Mais écoutez la rhétorique et je pense que c'est clair pourquoi. Non, c'est complètement vrai. Je veux dire, je dis cela. En parlant de la Grande-Bretagne, il y a eu 2 chocs majeurs en Grande-Bretagne au cours des dernières années. L'un était la négociation de l'accord de Minsk, dans lequel les Britanniques ont soudainement découvert que les Allemands, les Russes et les Français se réunissaient et s'accordaient sur un accord de paix concernant un conflit en Europe. Et la Grande-Bretagne n'était ni impliquée ni informée. Pour les Britanniques, à un niveau psychologique, c'était une chose absolument choquante. Une grande partie de l'explication de l'hystérie britannique et du soutien féroce à l'Ukraine, je pense, découle du fait qu'ils n'étaient pas impliqués pour la première fois dans l'histoire récente dans une négociation clé établissant la paix en Europe. Ici, vous voyez le sentiment de rivalité britannique envers l'Allemagne et la France, surtout l'Allemagne, gratté sous la surface. Rappelez-vous, la Grande-Bretagne était membre de l'Union européenne à cette époque. Nous sommes alliés avec l'OTAN, mais si l'on gratte sous la surface, on peut voir qu'il y a toujours cette attitude intensément rivale entre les capitales européennes. C'était donc un choc. L'autre choc a été l'élection de Donald Trump et la rhétorique qui l'accompagnait, dans laquelle il semblait remettre en question l'OTAN. Et ce n'était pas seulement les Britanniques. C'était tout le monde en Europe qui était collectivement horrifié par cela, parce que ces rivalités existent. Ces incertitudes sur la place de l'Europe existent. Et dans de nombreux cas, être connecté aux États-Unis permet également aux Européens de sentir qu'ils font en quelque sorte partie de la puissance américaine, de la puissance occidentale, de ce que les étrangers ont maintenant commencé à appeler l'Occident collectif. Ainsi, nous avons vu en relativement peu de temps un accord de paix conclu dans lequel certains Européens parlaient aux Russes et d'autres non, avec les autres se sentant exclus, nerveux et inquiets. Et l'allié américain, le contrôleur de la paix américain, en effet, laissant finalement entendre qu'il pourrait même envisager de s'en aller. Je pense, en parlant depuis Londres, qu'il est impossible de surestimer l'importance de ces 2 chocs. Mais ce que tu dis, Alexander, c'est que juste sous la surface, il y a toutes ces divisions. Et si tu retirais le pacificateur, si tu retirais les États-Unis, ces différences éclateraient au grand jour. Alors traiter avec l'Ukraine deviendrait une question beaucoup plus compliquée. Maintenir la paix en Europe deviendrait une question beaucoup plus compliquée. Je crois que les élites européennes, individuellement, comprennent cela parfaitement. C'est la principale raison pour laquelle elles sont si dévouées à faire ce que les Américains veulent, même s'il devient maintenant clair que ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'Europe en général et de ses États particuliers en eux-mêmes. Puis-je dire rapidement que j'avais entendu de diverses personnes parler du choc britannique concernant l'accord de Minsk. Glenn Deason et moi avons réalisé des programmes avec un diplomate britannique, Ian Proud, qui travaillait au ministère britannique des Affaires étrangères à cette époque. Et il a confirmé publiquement que les Britanniques étaient profondément horrifiés par l'accord de Minsk. Et encore une fois, en fin de compte, quand vous vous demandez pourquoi, ce sont ces peurs ancestrales perpétuelles. L'Allemagne et la France travaillant ensemble. L'Allemagne et la Russie travaillant ensemble. Qui sait? Toutes ces choses, elles sont toujours là. Elles sont toujours juste sous la surface. Elles ont toujours la possibilité de remonter à la surface.
Et le gouvernement britannique est celui que je connais le mieux. C'est la raison pour laquelle les Britanniques, dont le pouvoir est de toute façon beaucoup diminué, sont si nerveux à l'idée que, vous savez, les Américains quittent l'Europe. Je me souviens qu'à un moment donné, un article est apparu dans un journal britannique, je pense que c'était peu après l'élection de Trump, Nevin Kra, disant qu'il semblait que les Américains se comportaient envers les Britanniques comme l'empereur romain l'avait fait, en disant aux villes britanniques qu'elles devaient, à partir de ce moment-là, s'occuper de leur propre défense juste avant l'arrivée des âges sombres. C'était cette attitude envers les Américains dont nous avons besoin, tout comme les anciens Bretons avaient besoin des Romains, car sans les Américains, tout s'effondrerait. Je pense qu'une partie de cela remonte au système continental napoléonien. Cette peur que l'Europe commence à s'organiser de manière indépendante et se coupe des Britanniques. Mais on observe des préoccupations similaires de la part de l'Europe continentale. Parce que, comme je l'ai mentionné auparavant, comme John l'a dit, lorsque les États-Unis annoncent ouvertement qu'ils se tournent vers l'Asie avec désormais moins de ressources, et encore une fois, une attention et une priorité sur l'Est, on pourrait penser que l'impulsion principale en Europe serait alors de commencer à régler notre propre voisinage et à se connecter avec d'autres. Donc encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, diversifier, apprendre à travailler avec les Chinois, les Russes. Mais au lieu de cela, nous voyons exactement le contraire. Nous voyons cette impulsion à augmenter notre propre valeur aux yeux des Américains pour qu'ils ne nous quittent pas. Alors, faisons ce qu'on nous dit. Mais je suppose que l'ironie est que l'Europe, même si ce n'est pas une entité unique, devient beaucoup plus faible. Ce qui lui donne au moins l'apparence d'agir comme une entité unique, c'est l'Union européenne. Ce qui a rendu l'UE réussi, c'est sa capacité à offrir des avantages aux États membres, c'est-à-dire un pouvoir de négociation collectif qui s'est manifesté par des accords commerciaux favorables et une influence politique. Mais maintenant, on voit que les avantages disparaissent lentement et que les coûts augmentent. Ils s'imposent, limitant les opportunités économiques pour certains États membres, notamment en se coupant de la Russie, punissant des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie pour avoir essayé de s'entendre avec les Russes. Et donc, à mesure que le rapport coût-bénéfice de l'UE diminue, je pense que la capacité des Européens à agir comme une entité cohésive ne fera que diminuer de plus en plus. Mais oui, je ne suis pas sûr que vous ayez des vues optimistes sur l'avenir de l'Europe en tant qu'entité. Donc, les Américains vont exercer une forte pression sur les Européens pour qu'ils ne commercent pas autant avec la Chine. En même temps, les Européens auront des incitations très puissantes à commercer avec la Chine, parce que, à mon avis, la Chine n'est en aucun cas une menace pour l'Europe. Je veux dire, d'un point de vue sécuritaire, cela n'a tout simplement pas d'importance. Ainsi, les Européens ont un intérêt direct à maximiser leur commerce avec les Chinois afin de faire tout ce qu'ils peuvent pour accroître la prospérité ou redresser économiquement la situation dans leur propre pays. Mais les Américains n'aimeront pas ça. Il sera donc très intéressant de voir comment cela évoluera avec le temps. J'aime vraiment votre rhétorique sur la construction d'une classe politique et d'une idéologie au cours des 30 dernières années qui rend très difficile d'avoir un discours intelligent. Vous devriez écrire un article à ce sujet car c'est un sujet très important. Il ne fait aucun doute que l'Occident a consciemment fait de grands efforts pour cultiver une élite qui a une vision simple du monde et ne permet aucune dissidence. Et cela nous a causé beaucoup de problèmes et rend très difficile pour nous de penser clairement aujourd'hui. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'était une erreur catastrophique, cette décision d'avril 2008. Et encore une fois, Sarkozy et Merkel l'avaient compris. Les Européens l'avaient compris. Il n'y avait pas de grande demande à l'intérieur de l'Ukraine pour devenir membre de l'OTAN. Cela a été poussé par les Américains. Cela a été poussé par George W. Bush et Condoleezza Rice. Ils sont principalement responsables de cette décision catastrophique. Et ici, nous parlons de notre avenir. Notre point de vue fondamental est qu'il n'y a pas de véritable solution à cela, plausible du point de vue de la mise en œuvre. C'est une situation tragique, tout simplement difficile à croire. Et une grande partie de cela a à voir avec votre point sur le fait que nous avons développé cette classe politique et cette idéologie contre laquelle on ne peut pas argumenter et même sortir de la boîte du batteur. Encore moins atteindre la première base pour utiliser la rhétorique américaine à ce sujet. C'est tout simplement incroyable. Si vous regardez ce qui s'est passé au cours de l'année 2021, ce n'est pas un hasard si environ 1 an et 1 mois après que Joe Biden s'installe à la Maison-Blanche, la guerre commence parce que Biden joue dur avec les Russes. Il pense qu'il peut imposer l'expansion de l'OTAN. Bien sûr, cela ne s'est pas avéré être le cas. Et d'ailleurs, une fois que la guerre commence et qu'il semble que les Ukrainiens et les Russes vont parvenir à un accord, les Américains et les Britanniques interviennent et disent à Zelensky de s'en aller. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous pouvons vaincre les Russes. Encore une fois, vous voyez que les États-Unis ont joué un rôle clé dans la génération et la perpétuation de cette terrible guerre. D'accord avec ça. Je suis complètement d'accord. Il y a une interview très déchirante de fin mars 2022 où Zelensky est interviewé par The Economist. Il souligne que de nombreux pays occidentaux aimeraient transformer cela en une longue guerre au lieu de faire la paix. Il avertit qu'ils veulent faire cela pour épuiser les Russes, même si cela signifie la disparition de l'Ukraine. Voir qu'ils ont suivi cette voie de toute façon est tout simplement horrible. Quoi qu'il en soit,
Nous avons encore un peu de temps, environ 20 minutes. Donc je cherchais une transition en douceur. J'en ai pas. Alors je voulais juste vous poser des questions à tous les deux sur le Moyen-Orient. Bien sûr, nous pourrions passer plus de temps sur ce sujet. Mais où pensez-vous que nous allons à partir d'ici? Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Iran a effectué sa frappe de représailles, une très grande contre Israël. En Israël, beaucoup de gens en parlent maintenant. Par exemple, Naftali Bennett a déclaré qu'ils ont une grande opportunité, étant donné que le Hezbollah et le Hamas sont affaiblis et qu'ils ont une justification pour attaquer. C'est presque comme parler d'une grande guerre qui implique les États-Unis, presque comme une opportunité. Pensez-vous que les Américains seront capables de calmer les Israéliens, car ils ne semblent pas trop intéressés par cela? Ou voyez-vous une grande guerre se profiler? Permettez-moi de vous donner mon point de vue général sur ce qui se passe. Je pense que les Israéliens, dans l'ensemble, sont aussi délirants que Zelensky. Vous ne voyez pas beaucoup de preuves de cela dans les médias occidentaux, parce qu'il est presque impossible de dire quoi que ce soit de critique sur Israël dans les médias occidentaux. Ils doivent toujours être présentés comme les gentils, et les Arabes sont toujours présentés comme les méchants. Mais, si vous regardez ce qui se passe, les Israéliens sont dans de très très gros problèmes. Et comme les États-Unis sont étroitement liés aux Israéliens, nous sommes dans de très très gros problèmes. Et je pense que la façon de voir cela est qu'il y a 3 conflits. Je pense que les Israéliens, dans l'ensemble, sont aussi délirants que Zelensky. Vous ne voyez pas beaucoup de preuves de cela dans les médias occidentaux, parce qu'il est presque impossible de dire quoi que ce soit de critique sur Israël dans les médias occidentaux. Ils doivent toujours être présentés comme les gentils, et les Arabes sont toujours présentés comme les méchants. Mais, si vous regardez ce qui se passe, les Israéliens sont dans de très très gros problèmes. Et comme les États-Unis sont étroitement liés aux Israéliens, nous sommes dans de très très gros problèmes.